Bonjour et bienvenue sur Antenne Zoo. Vous écoutez Animaux sauvés, podcast qui raconte l'histoire d'espèces animales sauvées de l'extinction. Épisode 4, le putois à pattes noires, le BFF de l'Amérique. Il court, le furet. On a tous chanté cette comptine durant notre enfance et on a tous été choqués de découvrir sa véritable signification bien plus tard. Le furet qui nous intéresse ici n'a pas l'existence facile. D'ailleurs, c'est pas vraiment un furet. Alors, les Américains, dans son pays d'origine, l'appellent le Black-footed ferret, mais en français, furet, c'est un terme réservé à l'animal de compagnie, issu de la domestication du putois. Voici donc l'histoire du putois à pattes noires. Une histoire comme on les aime aux États-Unis, avec un héros attachant et des comebacks de l'impossible. Le putois à pattes noires, Mustela nigripes, est un mustélidé, cette famille de mammifères carnivores qui compte également, entre autres, les fouines, les belettes et les blaireaux. Contrairement à la plupart de ses cousins, qui sont ce qu'on appelle des omnivores opportunistes, le putois à pattes noires, c'est un monomaniaque obsessionnel. Son idole, son objet de vénération, a 4 pattes, des grandes dents de devant et des petites moustaches, c'est le chien de prairie. Le chien de prairie est un écureuil terrestre, une sorte de petite marmotte qui vit en colonie dans de grandes galeries souterraines et qui se nourrit d'herbes et de graines. Dans les vastes prairies de l'Amérique du Nord, sur les territoires ancestraux des bisons et des Amérindiens, ces rongeurs sont tellement abondants que 3 espèces animales dépendent entièrement de leur présence. Le pluvier montagnard, la chouette des terriers, qui sont des petits oiseaux qui nichent dans les galeries, et notre fameux putois à pattes noires. Ce petit putois a décidé de lier son destin au chien de prairie. Plus de 90% de son alimentation est composée de chiens de prairie. Il vient au monde, dort, mange, s'accouple et meurt dans leur terrier. Et il n'a pas seulement besoin de chiens de prairie, il a besoin de beaucoup de chiens de prairie. Il faut environ 40 à 60 hectares de colonies de chiens de prairie pour permettre la survie d'un putois. Et il se reproduit plus efficacement avec une densité supérieure à 12 rongeurs par hectare. Le putois à pattes noires est très discret, il est nocturne et il passe quasiment toute sa vie sous terre. À tel point qu'après sa première description scientifique par le naturaliste Audubon en 1851, une vraie controverse est née sur sa réelle existence. On se demandait si c'était pas une invention. En plus d'être cryptique, l'espèce était probablement déjà très rare à l'époque et les effectifs ont complètement dégringolé au cours du XXe siècle. 2 raisons à ça. La première, c'est sa dépendance alimentaire. Quand les Européens ont colonisé l'Amérique du Nord, ces grandes plaines sont apparues comme des territoires parfaits pour l'agriculture et l'élevage, et les chiens de prairie ont été perçus comme des nuisibles. Leurs galeries abîmaient les champs et pouvaient s'écrouler sous le poids des troupeaux de vaches. Leur appétit s'en prenait aux cultures, ils ont donc été piégés, chassés et empoisonnés pendant des décennies. Aujourd'hui, le résultat n'apparaît pas forcément flagrant parce que l'espèce est encore très abondante et on estime qu'il y a des millions de chiens de prairie dans toute l'Amérique du Nord, mais ces campagnes d'éradication ont diminué tout de même grandement leur répartition de 98% et a diminué les densités et les tailles des colonies, ce qui a donc affecté directement leur prédateur principal, le putois à pattes noires. La deuxième raison du déclin s'apparente à une malédiction presque divine. Au début du XXe siècle, dans le port de San Francisco, arrive d'Asie, transmise par les puces du rat, la peste sylvatique, similaire à la grande peste bubonique. Cette maladie touche les chiens de prairie et les putois avec un taux de mortalité de 100%. Maladie et disparition de sa proie principale, à force de ne plus en voir, les biologistes ont fini par déclarer le putois à pattes noires comme espèce éteinte en 1950. En 1964, miracle, une petite population est découverte dans le sud Dakota. Les 9 individus sont capturés afin de créer un programme de reproduction. Aucune naissance n'est obtenue et tous les putois meurent en captivité. Ah oui, il faut vous dire que l'espèce a un cycle de vie très court. Un putois ne vit que 3 à 5 ans en moyenne. Alors voilà, c'est fini. Avec cet échec, les dernières chances de sauver l'espèce semblent envolées à tout jamais. En 1981, dans le Wyoming, l'état le moins peuplé des États-Unis, un gentil toutou rapporte à son mémaître, qui est fermier, une drôle de bête morte. Un taxidermiste local l'identifie. C'est un putois à pattes noires. Jesus Christ. Les biologistes accourent alors et étudient le terrain. Ils estiment avoir affaire à une population d'environ 130 individus. Et là, on retient les leçons du précédent échec. Il est d'abord décidé de préserver cette population sauvage sans aucune capture. Mais en 1985, ils ne sont plus que 18. Là, il paraît trop tard pour faire autrement. Le Wyoming Game and Fish Department et le US Fish and Wildlife Service décident de lancer une opération de capture pour tenter un nouveau programme de reproduction. Est-ce que c'était la bonne, voire la seule décision ? Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, aucune autre population sauvage n'a été découverte depuis. Ces 18 putois-là étaient peut-être bien les tout derniers de leur espèce. Par bonheur, cette fois, le programme d'élevage, c'est un succès total. Depuis 1987, 8000 putois sont nés,
dans les refuges de faune et les zoos américains qui participent à l'élevage. Les premières réintroductions sont lancées en 1991, mais elles sont un échec. Les putois nés en captivité ne savent ni chasser, ni fuir les prédateurs, à la grande joie des hiboux, des aigles et des coyotes. Un protocole plus sérieux est alors mis en place. Les jeunes d'une même portée avec leur mère sont placés dans de grands enclos, où se trouvent des chiens de prairie et leurs terriers pour qu'ils apprennent à se cacher et à chasser, et à 4 mois, lorsqu'ils sont en âge de quitter leur mère, ils sont relâchés dans la nature. 8 premiers sites de réintroduction sont choisis dans les États des Grandes Plaines. Wyoming, Arizona, Montana, Colorado. Le Far West, quoi, yeah. Devant la réussite de la reproduction, les relâchés continuent et s'étendent. En 1998, première victoire, il y a plus de putois à pattes noires sauvages qu'en captivité, et deuxième victoire, les individus sauvages se reproduisent. Mais entre 2008 et 2015, soit 2 générations de putois, les effectifs baissent de 40% dans la nature. Décidément, rien n'est gagné. Aujourd'hui, 29 sites de réintroduction accueillent une population sauvage estimée à 300-400 individus, mais seulement 4 sites sont estimés autosuffisants. Chaque année, entre 150 et 200 putois sont relâchés. Leur très brève existence nécessite un renouvellement permanent. Même si les putois sauvages se reproduisent, la population totale reste majoritairement sous perfusion du programme de reproduction. Tous les individus relâchés sont vaccinés contre la peste sylvatique et contre la maladie de Carré, mais ils ne transmettent pas l'immunité à leur descendance, et donc des projets de vaccination par la nourriture, comme ça a été fait pour les renards contre la rage en Europe, sont en cours. Tous les putois à pattes noires nés depuis 1987 sont issus des 18 individus fondateurs du Wyoming, qui étaient déjà, pour la plupart, apparentés entre eux. La diversité génétique est donc très faible. Pour maximiser les chances de survie de l'espèce, des inséminations artificielles sont faites avec la semence de mâles qui sont morts depuis des années. Et en décembre 2020, la science apporte une nouvelle étape à ce projet avec la naissance d'Elizabeth Ann, une jeune petite putois à pattes noires clonée à partir des cellules congelées d'une femelle vivant il y a plus de 30 ans. Le sauvetage du putois à pattes noires est encore loin d'être assuré. Mais cette histoire de miracle, d'échec et de comeback mobilise le travail de biologistes, de vétérinaires, de soigneurs animaliers depuis des décennies. Pour surmonter chaque obstacle, de nouvelles compétences, des techniques innovantes ont été trouvées. La force et la motivation de ce réseau pour ne pas lâcher, c'est la vraie belle histoire. D'ailleurs, à force de parler de leur Black-Footed Ferret, les Américains ont fini par abréger ça par BFF, un peu aussi comme Best Friend Forever. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. Vous pouvez nous écouter sur YouTube et vous abonner à la chaîne ou sur les plateformes de podcast. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et sur Facebook. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle histoire de sauvegarde. D'ici là, restez connectés, continuez de vous émerveiller et à très bientôt sur Antenzo.